Merci beaucoup aux organisateurs et merci à vous d'être venus. Donc je me présente, je suis biophysicien, donc je suis chercheur au CNRS et dans l'université Paris-Cité. Mais ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est des réflexions personnelles, enfin, menées en discutant avec beaucoup de gens, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'engage pas du tout mes tutelles. Je voudrais aussi commencer en disant que je n'ai pas de conflit d'intérêt a priori dans ce que je vais vous présenter. Dans mon travail, je travaille avec des biologistes, mais je fais de plus en plus de vulgarisation sur des questions, des débats de sciences et société, des débats où, sur des questions de société, on arrive à avoir besoin d'arguments scientifiques de temps en temps. Alors, la question que posée aujourd'hui, faut-il interdire la recherche ? C'est une question qui a déjà un certain âge. La question, est-ce qu'il faut l'arrêter, a déjà été posée à Oppenheimer juste après la Deuxième Guerre mondiale, après la bombe atomique. Et depuis, elle a été soulevée beaucoup dans les années 1970. L'exemple le plus célèbre, c'est le mathématicien Grothendieck, mais il n'est pas du tout le seul. Et puis, là, pourquoi j'en parle maintenant ? C'est parce que pour les 50 ans de la question de Grothendieck, le site technocritique Pièces et main-d'œuvre m'a demandé de mettre la question à jour. Donc, j'ai fait un article il y a 2 ans. Et là, La Raison présente, qui est une revue de l'Union rationaliste, qui paraît ces jours-ci, m'a demandé de faire une version plus synthétique, et donc c'est celle-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, sous une version peut-être un peu plus radicale, qui est non plus faut-il l'arrêter, mais faut-il l'interdire, la recherche scientifique, et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Alors, d'abord, de quelle recherche je parle ? Je parle de recherche au sens large. On parle évidemment de recherche académique, mais aussi industrielle, privée, et qu'elle soit civile ou militaire, qu'elle soit à motivation fondamentale, à motivation appliquée. Je vais tout de suite tordre le cou à cette distinction. Pour moi, quand on a l'intention de monter de la recherche, on peut avoir des intentions qui sont plus de faire progresser la connaissance et des intentions qui sont plus de faire progresser notre action sur le monde. Et souvent, on a un mélange des deux. Mais de toute façon, une fois qu'une recherche est faite, elle a des retombées dans les deux. Je ne connais pas d'exemple a priori. Toute recherche a une retombée en termes de progression du savoir et en termes de progression de notre capacité d'action sur le monde. Autrement dit, fondamental et appliqué sont 2 pôles qu'on peut avoir en tête, mais qui ne correspondent pas à une distinction réelle sur le terrain. Et de façon beaucoup plus générale, je vais exclure la question des motivations de la recherche. Il y a énormément de motivation de faire de la recherche au niveau des individus, au niveau des laboratoires, au niveau des institutions, au niveau de la société. Il y a plein de motivations, dont certaines que je trouve excellentes. Ce n'est pas de ça que je veux discuter aujourd'hui, je vais discuter des conséquences. Et les conséquences de la recherche, je pense qu'il faut les analyser indépendamment des motivations. On se fiche éperdument que la personne qui a fait de la recherche soit de bonne foi ou de mauvaise foi, désintéressée ou cupide. D'accord ? Les impacts dont je vais parler, je vais faire 2 parties. La première sur les impacts directs de la recherche et la deuxième sur les impacts indirects. Voilà. Est-ce que ça va pour la traduction ? Je vais trop vite ou pas ? Ça va ? Okay. Bon, alors, on continue, c'est parti. Donc, première partie sur l'analyse des impacts directs de la recherche. Alors, je vais dire que pour pouvoir parler, savoir si la recherche en tant qu'activité humaine est bénéfique ou pas, il faut pouvoir faire 3 choses essentiellement. Définir de quels impacts négatifs on parle, en faire la liste un petit peu. Deuxièmement, faire ce qu'on appelle avec les vocabulaires un peu récents une analyse bénéfice-risque. On aurait dit avant, est-ce que ça vaut le coup ? Et la troisième partie, est-ce qu'on peut rétroagir ? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a détecté des problèmes, est-ce qu'on peut revenir à la source pour les corriger, pour travailler en amont dessus ? D'accord ? Or,
définition du périmètre, l'analyse bénéfice-risque et la rétroaction, selon moi, sont inopérants, sont mal créés dans le cas de la recherche, qui est une activité spécifique, en particulier sur ces 3 points. Alors, je vais essayer de préciser un petit peu. Pourquoi l'analyse des impacts est difficile à faire? Dans le cas de la recherche, c'est beaucoup plus flou. Quand vous regardez dans les débats, les gens qui critiquent la recherche, les groupes technocritiques, ou les simples citoyens, qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, il y a un mélange de plein d'impacts de nature extrêmement différente. Alors, j'ai essayé de les classer en 4 catégories. La première, c'est tout ce qui concerne l'environnement. L'environnement, la recherche, comme activité humaine, a un gros impact sur l'environnement. Et je rappelle que quand on parle de ça, il ne faut pas parler uniquement du bilan carbone sur lequel on essaie de nous focaliser, qui est quelque chose d'essentiel, mais pas du tout le seul. Il faut évidemment parler globalement des consommations d'énergie, des consommations des différentes matières et des impacts environnementaux en termes de déchets et de pollution. Il faut raisonner globalement sur ces impacts. Et la recherche est une activité où, par personne, les acteurs ont un impact très élevé. Les gens qui font les bilans, et surtout ceux qui ne se limitent pas au carbone, s'aperçoivent que, par tête de personne, d'une part pour les missions, les déplacements, ce qui concerne toutes les disciplines, et puis pour les sciences expérimentales, il y a tous les outils de recherche, pour toutes les sciences qui utilisent le numérique, toutes les disciplines, c'est-à-dire la grosse majorité, il y a toute la consommation du numérique. Bref, cet impact est gros. Mais ce n'est qu'une catégorie. Beaucoup de gens reprochent à la recherche tout ce qui est conséquences accidentelles, par exemple des produits de la recherche. Alors là, c'est très varié. On peut penser à des choses comme l'explosion du port de Beyrouth, si vous voulez, mais vous pouvez penser aussi aux questions de fuite d'agents pathogènes de laboratoire ou à toutes sortes de types d'accidents liés à l'activité de recherche ou à ces produits. Alors, le troisième domaine, ça va être le militaire, et ça c'est là-dessus que Grothendieck avait focalisé son interpellation, du fait qu'il y a une interconnexion très forte entre recherche civile et militaire, et que là aussi il n'y a pas de frontière étanche entre les deux. Eh bien, si on est opposé aux usages militaires, eh bien, évidemment, on peut incriminer la recherche, et c'est la question posée par l'historien Jules Isaac après la Première Guerre mondiale, où il avait vu les ravages de la chimie de guerre, et où il avait dit que la science portait une responsabilité aussi lourde que des parents qui laissent un pistolet chargé à proximité d'un enfant. C'est-à-dire qu'on met dans les mains de l'humanité les moyens, des outils de destruction sans garde-fou. Dernier point, il y a tous les enjeux sociétaux, les retombées sociétales. On va parler de l'intelligence artificielle, du contrôle facial, on va parler des manipulations psychologiques liées aux sciences cognitives, on peut parler de beaucoup de choses sociétales, on peut lister les exemples. Alors, l'analyse bénéfice-risque dans tout ça, eh bien, le problème c'est qu'on ne sait pas lister bien les bénéfices, ni lister les risques, ni surtout les comparer. Parce que c'est une activité très spécifique, la recherche. On fait du nouveau tout le temps. Par rapport aux autres secteurs d'activité, on n'a pas de recul historique. On ne peut pas extrapoler ce qui s'est fait dans le passé pour dire, voilà, tel sujet de recherche, telle chose va avoir un impact positif ou négatif. La seule leçon qu'on tire du passé, c'est qu'il y a toujours de l'imprévu et qu'il est systématique. Et qu'il est très étonnant. C'est-à-dire que les bénéfices sont extrêmement étonnants par rapport à ce qu'on pouvait prévoir, ce que pouvaient prévoir les gens qui font la recherche, et les inconvénients aussi. Et puis, en plus, c'est souvent pas les mêmes personnes qui bénéficient de la recherche et qui supportent les impacts négatifs, soit qu'elles sont séparées dans le temps, soit que ce ne soient pas les mêmes classes sociales, soit qu'elles soient séparées géographiquement. Voilà. Et par exemple de séparation dans le temps, nous bénéficions actuellement des recherches en géométrie de l'Antiquité ou des recherches de l'optique arabe médiévale. Donc, est-ce qu'il faut, si on fait une analyse bénéfice-risque, est-ce qu'on l'a fait à l'échelle de la semaine, à l'échelle de la décennie ou à l'échelle du millier d'années? C'est une question difficile à trancher. Et enfin, la rétroaction, très très difficile,
puisque une des spécificités de la recherche actuellement, c'est qu'elle évolue beaucoup plus vite que le temps qu'on met à détecter les impacts et à pouvoir vouloir les corriger. Il y a beaucoup d'exemples. Là, la recherche n'est peut-être pas le seul secteur où c'est le cas, mais c'en est un où c'est très marqué, où la vitesse d'évolution est beaucoup, beaucoup plus grande que la vitesse de correction. Et comme savent les personnes qui font de la rétroaction, on sait que c'est très défavorable, et c'est comme ça qu'on peut partir dans le décor, entre guillemets. Alors, ça c'est pour les impacts directs. Maintenant, je vais essayer d'aborder les impacts indirects. Et là, on change complètement de registre, en fait. Parce qu'il ne s'agit plus d'analyser tel ou tel secteur ou tel exemple particulier, mais on va dézoomer. Pourquoi est-ce qu'on fait de la recherche? Pourquoi les sociétés financent de la recherche depuis si longtemps? Plein de sociétés différentes financent de la recherche. La réponse que j'aurais envie de donner, c'est que ça fait partie de la volonté de puissance, de la volonté de pouvoir agir sur le monde. Et cette volonté de puissance s'accompagne d'une volonté de compétition. Et en particulier dans l'époque actuelle, s'accompagne d'une volonté de croissance. Notamment de croissance économique, mais de croissance de la puissance de façon générale. Et là, je dirais que c'est consubstantiel à la recherche, presque. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut séparer ou pas la recherche de la croissance actuellement? Or, la croissance, c'est ce qui nous emmène dans le mur, actuellement. Et si on a une crise couplée sur le plan de l'énergie, dont on parle beaucoup, mais surtout des matières et surtout de l'environnement, et là encore l'environnement, on parle beaucoup du climat et c'est normal, mais il y a énormément de choses tout aussi graves dans d'autres secteurs, en termes de pollution ou de disparition de toute forme de vie sauvage, on va dire. Donc la croissance en elle-même est un problème, et l'un des moteurs de la croissance, c'est la recherche, et elle est financée pour ça. Si la recherche était financée uniquement pour faire avancer la culture humaine, elle serait financée comme la culture. Alors, on argumente souvent, oui, mais la solution, c'est la croissance verte, et c'est une solution qui s'appuie sur la recherche, c'est-à-dire concilier la croissance économique avec une diminution de l'impact écologique. Et donc là, la recherche serait partie de la solution. Alors, moi je dis fermement, cette notion de croissance verte, qui est très vendeuse politiquement parce qu'elle permet d'avoir le beurre et l'argent du beurre, elle permet de promettre à la fois le confort et la bonne conscience, mais elle ne repose sur aucune expérience et elle ne repose sur aucune base théorique consensuelle. Donc faire un pari massif sur l'avenir, si on n'a aucune base ni expérimentale ni théorique, moi je dis c'est une naïveté dangereuse et peut-être même que dans certains cas on peut la qualifier d'escroquerie. Et donc en tout cas la recherche, donner les clés de la solution à la recherche, c'est comme embaucher un pyromane en espérant qu'il sera un excellent pompier. Les exemples de fausses bonnes idées où on se focalise sur un point, et par exemple sur la décarbonation, pour faire entériner des solutions qui ont des impacts par ailleurs sur les matières, sur l'environnement. On peut penser à la conversion de tous les transports à l'électrique, par exemple. Ça, c'est un des exemples où on dit que la recherche va nous sauver, et en fait, on ne va faire qu'empirer le problème. L'autre exemple aussi très net, on dit que la recherche va nous faire gagner en efficacité, et qu'on va utiliser moins d'énergie ou de matière, mais là, l'effet rebond est un effet bien connu, qui fait que quand on gagne en efficacité sur un processus, eh bien, on va avoir un outil qu'on va utiliser en fait beaucoup plus. S'il est moins cher et plus efficace, on va l'utiliser beaucoup plus. Un exemple évident, c'est l'ordinateur, qui a fait des gains en efficacité absolument sidérants depuis la Deuxième Guerre mondiale, et qui n'a jamais été autant
polluant et n'a jamais eu autant d'impact en termes écologiques que maintenant. Donc, selon moi, la recherche fait plus partie du problème que de la solution. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est lié directement au capitalisme ou est-ce que c'est encore plus général que ça? Alors, que ça soit directement lié au capitalisme, c'est évident. L'émergence de la compétition, de la recherche du profit comme fil directeur, c'est évident que ça oriente la recherche et le virage néolibéral qu'on a eu il y a 40 ans dans l'ensemble de la société touche la recherche et c'est ça qui suscite beaucoup de réactions actuellement. Mais je pense qu'il faut réfléchir à beaucoup plus que 40 ans et qu'il y a beaucoup d'autres sociétés que capitalistes qui ont été extractivistes, une volonté de puissance, une volonté de croissance et que donc il faut pas se dire que sortir du capitalisme c'est nécessaire, oui, mais se dire que c'est suffisant, à mon avis, non. Et donc, alors la question maintenant, c'est dans ce cadre, qu'est-ce qu'on garde de la recherche? Et est-ce qu'il existe des recherches est-ce qu'on peut trier ou pas? Ou est-ce qu'il y a une nocivité par essence? Et donc, est-ce qu'il existe ou pas des recherches qui seraient justes à comprendre, à aider, à gagner en autonomie, à des choses qu'on peut qualifier de positives? Je serais ravi d'y réfléchir. Pour l'instant, je vois surtout que la majorité des recherches qui sont menées font participer de cet écosystème de la recherche qui amène à augmenter notre capacité d'agir sur le monde de plus en plus. Alors, à mon avis, ce dont on a réellement besoin, c'est de diminuer massivement, et pas à la marge, toute notre empreinte sur l'environnement, toute notre empreinte sur énergie, matière, environnement, et de diminuer massivement aussi, de façon corrélée, tout ce qui est inégalité sociale et géographique et politique. Et donc, pour atteindre ce but, le chemin, ça passe par une diminution de la taille et de la puissance de toutes les activités humaines et une diminution de notre consommation en énergie et en matière. Et donc ça porte un nom, ça s'appelle la décroissance. Et ça, à mon avis, c'est notre intérêt bien compris. C'est-à-dire, non seulement c'est nécessaire, mais en plus, je pense que c'est complètement désirable. Et la question qui se pose dans ces cas-là, c'est est-ce que ce qui est des moteurs de la croissance, comme la publicité et comme la recherche, est-ce qu'il faut les interdire ou est-ce qu'il y a d'autres voies à explorer dans un cadre décroissant? Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.